Bonjour et bienvenue à cette première émission de notre deuxième saison d'Entre l'arbre et l'écorce. Aujourd'hui, nous recevrons un ingénieur forestier et un historien de la région d'Argenteuil pour savoir qui a foulé le territoire forestier avant nous. Donc, attachez-vous, aujourd'hui nous ferons un petit retour dans le passé. Bonjour M. Simard, merci de participer à l'émission aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous pourriez vous présenter un petit peu, dire quelques mots sur votre métier à notre auditoire? Absolument. Alison, mon nom est Robert Simard, je suis historien. Je suis en même temps un conteur, mais je suis un spécialiste du territoire d'Argenteuil. Au fond, j'ai fait mes études et ensuite de ça, j'ai fait énormément de travaux pour le compte de la MRC d'Argenteuil, pour le compte du Musée régional d'Argenteuil aussi, sur l'histoire, les premiers temps, les premiers arrivants. Je m'intéresse aussi, j'ai une vision du territoire. Donc, tout est ancré dans la longue durée de l'histoire de notre territoire. Voilà. Donc, en tant que spécialiste, est-ce que j'imagine que vous pouvez nous en dire plus sur les Premières Nations qui étaient ici avant l'arrivée des colons? Absolument. Écoute, l'occupation humaine remonte à 6000 ans avant aujourd'hui. Comme on le sait, à un moment donné, les archéologues ont commencé à fouiller la terre. Ou des fois, c'est arrivé par accident. Un fermier il ouvrait un nouveau champ, coupait des arbres, puis hop, en ouvrant le champ, il y a une petite falaise qui s'effondre, puis hop, on découvre Une petite surprise. Une petite surprise. Fait qu'on fait venir les archéologues, et là, après ça, on fait une datation à peu près des artefacts qu'on a trouvés là. Et dans ce qu'on a fait comme étude, autant en 1957 qu'en 69 ou en 1973, on a daté l'occupation humaine ici du territoire à 6000 ans avant aujourd'hui. Pourquoi pas avant? Bien, avant, c'était les eaux. Avant, c'était les grands lacs Lampsilis, le lac aux baleines qu'on appelait, ou encore la mer de Champlain, qui sont arrivés juste après le retrait des glaces. Toujours s'imaginer que notre territoire là, était sous 1 kilomètre de glace il y a 10 000 ans avant aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Et outre la rivière, les champs pour l'agriculture, de quelle manière, j'imagine qu'ils utilisaient la forêt? Ils utilisaient la forêt absolument, parce que la forêt faisait partie de leur quotidien. Ils étaient chasseurs aussi et pêcheurs. Il faut toujours se rappeler que dans la rivière du Nord, à ces moments-là, du moins on le sait parce qu'on a lu dans les récits des premiers arrivants ou des premières personnes, des premières familles pionnières qui se sont installées ici, on a su qu'on pêchait le saumon dans la rivière du Nord. Ça veut dire qu'il y avait du saumon qui remontait dans la rivière Rouge, et dans la petite rivière au saumon, et dans la petite rivière Calumet, et tout ça. Donc le saumon était présent, fait qu'il devait vivre de pêche et évidemment de chasse. Mais ils avaient d'autres prédateurs. Ils se partageaient un peu les trophées de chasse, c'est-à-dire qu'il y avait des loups sur notre territoire et il y avait des lynx aussi. Alors, il n'y avait pas juste l'humain comme prédateur. Est-ce qu'ils utilisaient les arbres pour leurs besoins aussi ou c'était juste pour la chasse? Bien, absolument, pour leur habitation. Quand ils faisaient leur maison longue ou encore leur tipi, souvent ils choisissaient un bouleau, un arbre comme ça, là, qui était un peu plus léger qu'un arbre qui était trop dur pour pouvoir le transporter facilement et s'installer aussi facilement. Si les populations étaient plus nomades, des fois on transportait avec nous nos tentes, mais des fois on ne les transportait pas, on reconstruisait les choses. Mais dans le cas des maisons longues, on sait que c'est une structure, une architecture de bois qui est quand même assez complexe, puis ça leur prenait un type d'arbre pour le faire. Là. Quels arbres ont vraiment plus marqué la civilisation des Premières Nations? Bien, je dirais qu'ici, le territoire, quand l'eau s'est retirée, c'est comme si la terre a augmenté. On pourrait dire ça de cette façon-là. Je dis toujours aux gens, c'est comme quand tu te couches dans ton lit, puis que tu sors de ton lit, ton matelas, il reprend exactement la même forme. Mais avec 1 kilomètre de glace sur le territoire, ça a écrasé le territoire. Fait que là, le territoire, après ça, s'est remis à ressortir, ce qui a fait que les eaux ne se sont pas évaporées, se sont juste évacuées. On creusé des sillons qu'on appelle les rivières, ou sont restés emprisonnés dans des cavités qu'on appelle les lacs. C'est comme ça. Donc, ça, après ça, la forêt s'est régénérée, elle s'est construite, elle s'est développée. On est parti de rien. Ces gens-là vivaient dans une forêt qui était originelle. Puis ces forêts originelles-là, les arbres pouvaient avoir jusqu'à 500, 1000 ans, là. C'était ça, c'était des immenses arbres. Donc, il y avait toutes sortes de nature, ou en tout cas, c'était peut-être pas les mêmes arbres qu'on a aujourd'hui sur le territoire, là. Et il ne faut pas penser que la forêt d'origine ressemble à celle d'aujourd'hui. C'est pas ça. C'est une forêt qu'on a, nous, qui s'appelle humanisée. Surtout dans Argenteuil, la plupart des terrains ont été cultivés ou déjà coupés 1 fois, 2 fois, 3 fois par les forestiers. Fait que, tout a changé. Puis là, ce sont des friches qu'on retrouve principalement, là.
Mais par exemple, pour les Premières Nations, on peut penser notamment au pin blanc qui était utilisé pour leurs canaux. Je pense qu'ils pouvaient aller jusqu'à 50 mètres de long. Oui, absolument. Le pin blanc, ensuite de ça, le bouleau. On se servait beaucoup de l'écorce des bouleaux, des différents types de bouleaux qu'on avait sur nos territoires. Ça, c'était important. Puis des fois, aujourd'hui, on se dit, comment ils pouvaient faire un canot avec l'écorce d'un bouleau quand on regarde la grosseur des bouleaux qu'on a dans nos forêts? C'est des bouleaux qui sont à peu près gros comme ça. T'sais. À l'époque, les bouleaux étaient beaucoup plus gros. C'est ça l'affaire, c'est que la forêt, la seule manière que la forêt pouvait se dégénérer, c'est qu'on l'ait coupée pour cultiver, comme ça se faisait dans les parties de plaine, ou encore qu'il y a eu un feu de forêt ou quelque chose comme ça, bon, déclenché pas nécessairement, probablement pas par l'humain, mais par des éclairs et des choses comme ça, des choses plus naturelles, là, je te dirais. Fait qu'on n'a pas idée de l'immensité de ce que pouvaient représenter ces arbres-là. Par contre, dans les récits des premiers pionniers ou des premiers voyageurs, quand ils nous en parlent, des fois, je dis à la blague en tant que conteur qu'avec un arbre d'Argenteuil, on était capable de faire un bâtiment. Mais un bâtiment, c'est pas une bâtisse, c'est pas une maison, c'est un bateau. Donc, avec un seul arbre, on y arrivait à faire ça. Mais quand vous imaginez un arbre de 500 ans, ce que ça peut représenter comme diamètre, c'est vraiment extraordinaire. Alors, les forestiers ont vu ça. Et tout le couvert qui était sur le plateau laurentien, ça s'appelait le plateau rocailleux laurentien, bien, tout cette forêt-là qui s'est bâtie à travers des centaines d'années, bien, c'était pas sur un terreau qui était hyper régénérateur. Hein? C'est un terreau de roche. On disait là, que les gens qui allaient vivre dans le Nord, là, ils ne cultivaient pas nécessairement du blé ou du blé d'Inde ou du maïs. Ils cultivaient de la roche. Fait que t'imagines, les arbres n'avaient pas énormément de place pour prendre racine, hein? À moins qu'il y ait eu un dépôt d'alluvions qui restait là suite au passage de la mer de Champlain ou des Grands Lacs, bien, c'était ça. Donc, c'est encore une fois, ce terreau-là, vers le nord, sur le plateau rocailleux, c'est un terreau qui était fragile. Puis il a été fragilisé par la coupe des arbres, évidemment. Saviez-vous qu'un écosystème forestier exceptionnel est présent dans Argenteuil? En effet, le boisé carillon a été récemment nommé aire protégée par le gouvernement du Québec. Conservation de la nature Canada, qu'on appelle CNC, a acquis 202 hectares dans la municipalité de Saint-André d'Argenteuil. En y créant le boisé carillon, CNC a voulu conserver une richesse, protéger les richesses naturelles de ce territoire exceptionnel qui a révélé d'agréables surprises aux biologistes étudiant la faune et la flore de cette région. Plus d'une vingtaine d'espèces d'insectes et de plantes ont été découvertes, mais c'est un petit papillon blanc en péril à l'échelle mondiale qui a volé la vedette. Les biologistes ont débordé d'enthousiasme après avoir identifié des pierrides de Virginie voltant dans une forêt de feuillus au sol humide, leur habitat de prédilection. Le boisé carillon se distingue d'un écosystème forestier exceptionnel composé d'ormes de liège et d'érables noirs, désignés respectivement menacés et vulnérables au Québec. La forêt est bordée par les berges naturelles de la Rivière du Nord sur 1,6 km. On y trouve aussi des étangs et des milieux humides qui sont fréquentés par la tortue géographique, la grenouille des marais, la salamandre à points bleus, ainsi que par une variété surprenante d'oiseaux et de sauvagines. Le boisé carillon se situe aux abords du boisé von Allmen, reconnu pour son réseau de sentiers. Conservation de la nature Canada souhaite augmenter l'offre de sentiers accessibles dans cette région afin que la population puisse s'y ressourcer lors d'activités de plein air. Il sera possible de se promener dans cette oasis exceptionnelle, luxuriante, accompagnée des chants de grenouilles, d'oiseaux qui résonnent. Si vous êtes passionné par la nature, de Saint-André d'Argenteuil ou d'ailleurs, de belles observations vous y attendent.
Bonjour David, merci de participer à l'émission. Est-ce que tu penses que tu pourrais dire quelques mots pour te présenter à notre auditoire? Oui, en effet, je suis ingénieur forestier de formation, gradué en 2007 de l'Université Laval. Je travaille dans la région pour la coopérative de propriétaires de boisés Terrabois. Donc, j'œuvre en forêt privée. Donc, ma mission dans mon travail au quotidien, c'est d'aider des gens qui ont des superficies forestières à bien aménager leur boisé, à prendre des décisions éclairées sur les actions à poser dans leur forêt en fonction des diagnostics qu'on peut poser sur l'état de santé de leur forêt. Donc, comme première question, on aimerait savoir comment est-ce que les Premières Nations utilisaient la forêt? Les Premières Nations en faisaient une utilisation beaucoup plus extensive que nous. C'était pour leurs moyens de subsistance, surtout les peuples qui étaient plus chasseurs-cueilleurs, donc la chasse, la pêche, les petits fruits, des choses comme ça. Puis beaucoup pour le transport, parce que les cours d'eau à l'époque étaient la façon de se déplacer sur le territoire aussi. Et pour faire le pont avec la colonisation qui est arrivée par la suite, quand est-ce que cette dernière a commencé? Dans la région, principalement, c'est quand l'Angleterre a eu besoin de beaucoup de bois pour notamment sa construction navale au début du 19e siècle. C'est ça, l'Angleterre a dû se tourner vers ses colonies, et puis à ce moment-là, le Canada était une belle réserve de bois pour leurs besoins. En parlant des besoins, c'était quoi les activités économiques importantes de la région à cette époque? C'était beaucoup l'exploitation forestière, justement pour les besoins de la construction navale. L'activité économique tournait beaucoup autour de ça. Et puis quand ça s'est développé un peu plus, il est venu par la suite les pâtes et papiers, le papier journal, etc. Et pour toutes ces activités économiques-là, c'était quoi les essences d'arbres qui étaient les plus convoitées? Dans le cas de la construction navale, puis ça on le constate aujourd'hui dans le paysage parce que c'est des essences qui ont beaucoup disparu. On parle du pin blanc, ces majestueux grands arbres qui ont servi à faire essentiellement les mâts des bateaux. Et puis les chênes, particulièrement les chênes de la famille des chênes blancs, qui par leur propriété, eux, étaient exploités pour faire les coques des bateaux. Donc ces essences-là, on les retrouve beaucoup moins dans le paysage de nos jours. C'est un peu la raison derrière tout ça. Et aujourd'hui, est-ce que la vocation de la forêt a changé? Et on est vraiment ailleurs. La forêt d'Argenteuil aujourd'hui est utilisée pour une panoplie d'autres activités que l'exploitation forestière. Bien qu'elle est tout le temps présente, elle est beaucoup plus marginale. Maintenant, c'est le récréotourisme, la villégiature qui a pris la place. Donc, on voit vraiment un changement significatif dans l'utilisation forestière sur le territoire de la MRC d'Argenteuil. Par exemple, aujourd'hui, on est au boisé Von Allmen. Il y a aussi le boisé Carillon proche. Donc, c'est vraiment des boisés qui sont à vocation récréotouristique aujourd'hui. Exactement. Puis c'est ce que les gens demandent de plus en plus. On veut être en nature, être en contact avec la forêt. Donc, ça fait partie un petit peu de la mission de la forêt, si on veut, d'apporter cette quiétude-là. Puis la MRC s'est donné cette mission-là en offrant des espaces boisés à sa population. Et vous, en tant qu'ingénieur forestier, c'est quoi votre mission par rapport à la vocation de la forêt aujourd'hui? C'est de bien comprendre son évolution. Dans un contexte de changement climatique, on apprend un petit peu à découvrir ses effets sur notre forêt ici. Et puis, de voir à la santé de nos boisés, dans mon contexte des boisés privés de la région des Laurentides, et puis d'apporter des solutions pour pallier à différentes problématiques qu'on peut constater là, au fil du temps. Par exemple, quelles problématiques? Dans la région, c'est sûr qu'on est dans une région essentiellement feuillue. Récemment, on a vécu des épisodes d'épidémie. On a eu l'épidémie de la maladie corticale du hêtre qui attaque exclusivement le hêtre à grande feuille, qui est une essence qu'on retrouve assez fréquemment dans les érablières. Et puis, un peu plus récemment, ça les gens l'ont constaté, mais la grille du frêne, un insecte exotique envahissant qui nous vient de la Chine, qui est rentré par bateau par le port de Toronto, puis qui s'est lentement propagé sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, nos espèces de frênes d'ici ne sont pas immunisées pour combattre cet insecte-là, ce qui fait qu'il y a eu le beau jeu et puis a décimé la quasi-totalité de nos populations de frênes qu'on avait. Donc ça, récemment, c'est deux problématiques marquantes qu'on a eues. Et puis, s'ajoute à ça, plus récemment,
des épisodes de grand vent. Donc, on a eu des raids chauds en 2022. Parfois, on a des tornades, des micro-rafales, ce qui fait qu'il y a certaines superficies qui, eux, en subissent les conséquences et puis vont être renversées par le vent. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle les chablis. Et puis, ben là, on intervient à ce moment-là dans vraiment une perspective de récupération de bois assez rapide et importante, là, dépendant de l'ampleur de ces chablis-là. Donc, si vous avez un conseil, des recommandations à la population, c'est vraiment de profiter de la forêt en faisant attention, en la protégeant, parce que c'est une ressource qui est extrêmement précieuse. Exactement, c'est que on est bien quand on s'y trouve dans la forêt, mais c'est aussi une ressource inestimable dans la mesure où elle est renouvelable, et puis dans la mesure aussi où si on la compare aux autres matériaux de construction, on est gagnant de l'utiliser, mettons, ne serait-ce qu'en termes de séquestration de carbone, en termes d'énergie utilisée pour produire ces matériaux-là. Il demeure que l'utilisation du bois est l'option la plus intéressante d'un point de vue environnemental. Donc, les connaissances en foresterie se sont beaucoup raffinées au cours des 100 dernières années. L'Ordre des ingénieurs forestiers a fêté son 100e anniversaire en 2021. On commence à bien comprendre la dynamique forestière et puis le rôle de l'ingénieur forestier et puis des conseillers forestiers, dans le fond, c'est un petit peu d'imiter ce que la nature fait, mais en le contrôlant puis en le faisant en bon escient, de façon intelligente pour justement utiliser cette belle ressource-là qui est à notre disposition. Et en parlant des premiers pionniers, à quand remonte pas la civilisation, mais la colonisation sur le territoire d'Argenteuil? Avec l'arrivée du seigneur Murray, Patrick Murray, en 1793, là, on a vu vraiment une poussée colonisatrice sur le territoire par des Américains qui nous venaient du Vermont, du Connecticut puis du Massachusetts. Et ensuite de ça, autour de 1799-1800, sont arrivés les Écossais. La première vague de colonisation écossaise qui nous arrivait des îles britanniques. Donc, les Écossais ont vraiment marqué notre territoire, là. Puis eux, ça a été vraiment les meilleurs fermiers qu'on a eus sur notre territoire, parce qu'ils connaissaient les manières nouvelles du 19e siècle. La rotation des terres, mettre les terres en jachère. Ils avaient une charrue, la charrue écossaise qui faisait un sillon beaucoup plus profond. Bien, et tous ces gens-là, là, les Écossais, puis les Américains, puis les Français, là, bien, avant de cultiver, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu penses? Ils ont coupé les arbres. Évidemment. Ils les ont toutes coupés. Alors, de Saint-André jusqu'à la chute, de 1793 à 1810, c'était un feu à ciel ouvert. On brûlait des souches, on brûlait les arbres, les érables et les chênes. Certains érables étaient conservés parce qu'on savait, on connaissait la pratique des Premières Nations d'utiliser l'eau d'érable. Mais les chênes étaient coupés, les chênes étaient chippés en Angleterre parce que les chênes appartenaient au roi, ils appartenaient au seigneur de par la seigneurie, et ils appartenaient au roi parce que le seigneur était le représentant du roi. Hein? Les érables, qui étaient un matériau noble aussi, appartenaient à lui. Tous les pins blancs ont servi à construire les maisons. Mais tout a été coupé. Brûlé, pourquoi brûlé? Parce qu'entre 1795 et 1810, le cours de la potasse était très, très, très élevé. Le prix du baril de potasse était tellement élevé que c'était la seule manière pour ces gens-là de faire un peu d'argent. Fait qu'ils brûlaient, transformaient la cendre, hein? Ils faisaient bouillir la cendre, ça faisait comme une espèce de petite poudre, ils mettaient ça en baril, puis là, ils chippaient ça. Et le baril de la potasse leur rapportait énormément d'argent. Hein, une terre devait coûter, dans le canton de Chatham, autour de 2 piastres, les frais d'arpentage à ce moment-là. Un baril de potasse leur rapportait jusqu'à quasiment 100 $. Fait qu'avec un maximum, un demi-hectare, 1 hectare d'arbres brûlés, on arrivait à faire un baril de potasse. Alors, ils ont brûlé tout et coupé tous les arbres d'Argenteuil à ce moment-là. Et j'imagine que c'est arrivé quand même tardive là, dans Argenteuil des colons, mais après ça, ça l'a vraiment pris de l'ampleur, ça a eu un impact sur le développement économique de la région. Bien, absolument, mais c'était quand même de manière isolée. Nous, c'est le train qui nous a fait prendre le grand chemin de la modernité. Mais avant les trains, puis avant tout ça, hein, il y avait la forêt. Parce que la forêt, oui, on l'a coupée, mais la forêt qui était sur le plateau rocailleux,
donc sur le plateau laurentien, ou ce qu'on appelle le bouclier canadien. Là, dans le temps, on appelait ça comme ça. Aujourd'hui, on appelle ça plus le bouclier laurentien. Bien, toute la forêt-là, elle a été exploitée par des forestiers qui ont commencé à monter vers le nord par des chemins de colons. Puis ensuite de ça, ils ont fait ces chemins de foresterie-là. Puis ces chemins de foresterie-là sont devenus les antennes de communication des colons ou des familles pionnières qui se sont installées sur les terres de Grenville-sur-la-Rouge, de Harrington, en haut à Chatham, et ensuite de ça à Wentworth, et ensuite de ça vers Gore. Ces gens-là, ils étaient obstinés pour aller se rendre jusque-là pour coloniser des terres qui étaient sur un plateau rocailleux. Là. Puis, comme je disais tantôt, là, ils cultivaient plus de roches que d'autres choses. Fait que ces forestiers-là, il y a eu la famille Hamilton, de John Hamilton et George Hamilton, son grand frère, qui ont fondé une immense scierie à Hawkesbury, qui était en plein centre, au plein cœur de la rivière des Outaouais. À ce moment-là, il y avait une île qu'on appelait l'île Hamilton et le moulin des Hamilton était là. Eux autres, ils ont été en opération pratiquement pendant tout le début du 19e siècle jusqu'à vers la fin du 19e siècle, vers 1870 à peu près. Ensuite de ça, tu as eu les frères Keynes, George Keynes puis Thomas Keynes, qui ont participé au développement, à la coupe de forêt dans le secteur de Grenville-sur-la-Rouge en montant vers Harrington. Eux, ils ont coupé, il y avait des terres qui étaient réservées pour eux par la couronne. La couronne réservait ces terres-là et leur permettait de couper ce bois-là. Fait que ce bois-là, il était chippé, descendu par la rivière Rouge jusqu'en bas et après ça, ramené vers les moulins. Les Keynes avaient un moulin, eux, sur la petite rivière Kinsey à Grenville, tout près de Grenville. Mais ils se servaient aussi, ils avaient des ententes avec la famille Hamilton pour transporter ce bois-là. Puis ce bois-là, quand des fois, on le coupait, on le faisait en planche, mais des fois, on faisait juste les quérir. Et là, on l'embarquait, puis on faisait des cages avec ça. Puis on transportait ces cages-là jusqu'à Québec. Et de Québec, ça partait sur des bateaux pour traverser l'Atlantique ou encore se rendre à New York. Fait qu'une grosse partie de la ville de New York a été construite avec les arbres de l'Outaouais et les arbres d'Argenteuil. Comme une grosse partie de Londres, la ville de Londres a été construite avec ces arbres-là aussi. Et ils se sont aussi servis des arbres pour construire leurs maisons, construire des bâtiments. Toujours. Toujours parce que chaque hameau avait son moulin assis. On entend ça, ici, avant, il y avait un moulin assis. Ben oui, pourquoi il y avait un moulin assis? Parce que ça faisait partie des choses les plus importantes pour le développement d'un petit hameau. Ce hameau-là est devenu par la suite un village. Si on pense à Lost River, on pense, mettons, dans Harrington, dans la vallée d'Harrington, il y en avait là aussi. On pense à La Chute, on pense à Saint-André, on pense à Grenville, partout, il y avait des petits moulins assis. Même à Cushing, il y avait un petit moulin assis. Moi, vraiment qu'il y avait un pouvoir d'eau, parce que l'électricité n'existait pas. C'était pas électrique, là. C'était l'eau qui faisait tourner la roue qui, par des systèmes d'engrenage, faisait tourner la grande scie, puis la grande scie coupait. C'est un monde complètement différent d'aujourd'hui, tu sais, vraiment, là. C'était la force hydraulique qui faisait tout. Ouais. Et à l'exception des érables et du chêne, est-ce qu'il y avait d'autres essences d'arbres qui étaient convoitées plus que d'autres? Je te dirais pas convoitées, je te dirais transportées. C'est-à-dire changer d'environnement pour recréer un environnement qu'on connaissait. Même ces gens-là qui venaient du Vermont, du Connecticut ou du Massachusetts vivaient dans des petites montagnes avec des essences d'arbres qu'ils avaient là, avec lesquels ils étaient habitués depuis des générations à vivre et à s'occuper. Alors, ils sont partis avec les grains de ces arbres-là, comme des châtaigniers ou encore des noisetiers, des choses comme ça. Puis ils ont planté un petit peu partout ici dans Argenteuil. Fait que les premiers colons, il y a des endroits où on retrouve les traces de ces arbres-là parce qu'il y en a encore. Puis je vais vous donner un exemple. On traverse juste la rivière du Nord à La Chute, juste au pied du plateau laurentien. Il y a une bande de terre. Et sur cette bande de terre-là, qui aujourd'hui n'est pas habitée parce que c'est en zone inondable, bien, il y a encore ces arbres-là. Ces petits arbres-là sont là, on fait des petits. Ces châtaigniers, ces noisetiers-là sont là, sont présents. Alors, c'est quand même intéressant de savoir ça, qu'on a eu une importation, dans le fond, du couvert végétal qui vient d'ailleurs. Donc, c'est une colonisation, c'est non seulement une colonisation du territoire, une occupation humaine, mais aussi une colonisation végétale du territoire avec des essences qui nous venaient d'ailleurs puis qui ne poussaient pas traditionnellement ici. Bonjour, aujourd'hui pour l'arbre de la semaine, je vous parle du ginkgo bilobé. Le ginkgo bilobé, ce n'est pas un arbre qu'on entend souvent parler. Ce n'est pas un arbre indigène du Canada, c'est un arbre qui vient des montagnes de la Chine. Certains l'appellent fossile vivant. Effectivement, le ginkgo bilobé, il y a des traces de ginkgo bilobé qui remontent jusqu'à 200 millions d'années. Ça fait 200 millions d'années qu'ils sont présents sur la Terre.
Le ginkgo bilobé, malgré qu'il y a des feuilles, c'est un arbre qui fait partie de la même famille botanique que les conifères. C'est pas un feuillu, c'est un conifère primitif dans le fond. Le ginkgo biloba est souvent planté comme arbre d'ornement, notamment dans les villes, sur les terrains des hôpitaux, il y a beaucoup de ginkgo biloba. C'est un arbre qui a une signification qui rappelle la résilience, dû au fait que durant la Deuxième Guerre mondiale, au Japon, lors du bombardement d'Hiroshima, il a été rapporté qu'à la suite du bombardement, il y a des ginkgos qui ont survécu et qui étaient encore vivants. Malgré que toute forme de vie a été soufflée par les explosions, le ginkgo biloba a été capable de survivre à ça. Le ginkgo biloba a une feuille très particulière en forme d'éventail. Certains disent que ce serait des aiguilles qui, au fil du temps, se seraient soudées pour devenir une feuille. C'est vraiment en forme d'éventail, on pourrait dire flabelliforme. Donc, c'est un arbre qui se reproduit comme les conifères, mais qui possède des feuilles comme les feuillus. Cet arbre-là peut mesurer plus de 40 mètres de haut. Et aujourd'hui, est-ce que la vocation de la forêt a changé comparativement à avant, à l'époque des colons? Absolument, absolument. Et moi, ce qui me fascine, c'est que, mettons, on regarde ici, là, autour de nous, là, tu sais, il y a 100 ans, c'était cultivé. C'était des terres cultivées. Aujourd'hui, c'est en friche. Bien, partout sur le territoire d'Argenteuil, ce qu'on imagine être une forêt n'est pas une forêt de souche. C'est une forêt humanisée. C'est un paysage qui est humanisé, qui a déjà été cultivé. Puis là, les gens se sont retirés parce que, bon, c'était difficile de cultiver puis de s'établir dans des terrains comme ça. Sur le chemin Shrewsbury, en montant le chemin Scotch, dans ces endroits-là, la vie était dure. Il fallait être vraiment tête dure. Hein? On disait des têtes de cochon. Ben oui, pour cultiver cette terre-là, absolument. Là, aujourd'hui, ce sont des forêts, des petites forêts, des forêts avec des arbres qui sont quand même assez jeunes, tu sais. Ça, ces terrains-là sont appelés à devenir quoi? Bon, tu sais, hein, ce sont des terrains de chasse, encore une fois. Les gens permettent aux autres d'aller là, sur ces terrains-là. Et de plus en plus aussi, on voit des aménagements qui amènent le touriste à venir visiter. Et des sentiers d'interprétation aussi. C'est complètement différent d'avant. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé faire un sentier d'interprétation dans une forêt qui était humanisée. On ne pensait pas à ça. Aujourd'hui, on sait que ça attire. T'sais. Fait que là, mettons un exemple comme le boisé Van Helmont, c'en est un exemple probant, où là, on amène le touriste à venir visiter, à être dans ce type de forêt-là qui a changé, qui n'a rien à voir avec ce que c'était au moment où les pionniers sont arrivés ou au moment où les premiers peuples ont occupé le territoire. Mais vous avez accès, là, d'une manière avec des sentiers d'interprétation où là, on met en valeur la faune, on met en valeur la nouvelle végétation, on met en valeur cette nouvelle faune-là, des nouveaux marais, bon, des zones humides, et ensuite de ça, l'histoire de cette partie-là du territoire, parce que souvent, il y a des petits panneaux historiques qui racontent un peu ce qu'étaient ces lieux-là avant, tu sais. Fait que oui, ça l'a changé. Notre rapport avec ces forêts-là a complètement changé. Bien, on n'est pas dans les forêts d'origine. On en a fait beaucoup de chemin depuis cette colonisation tardive du territoire d'Argenteuil, mais une fois que ça a commencé, on peut regarder où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui puis constater tout le chemin qu'on a parcouru. Monsieur Simard, merci beaucoup pour aujourd'hui d'avoir participé à l'émission. Ça fait plaisir. J'espère que, comme moi, vous avez trouvé ce contenu non seulement très intéressant, mais aussi très enrichissant. Si jamais vous aimeriez en savoir davantage, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.